on va vous retrouver notre spécialiste des questions en sécurité défense. On a pris en direct donc l'allocution d'Eyal Zamir, le porte-parole de Tsahal, qui a assuré bien que les succès de l'armée israélienne dans ses opérations en Iran sont énormes. 60% des lanceurs de missiles balistiques ont été détruits par l'armée. Oui, c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure dans la première heure. Effectivement, c'était une information qui m'avait été confirmée par la censure militaire. Le chef d'état-major l'a donc confirmé. 60% des lanceurs de missiles ont été atteints. En tout, aux alentours de 300 lanceurs de missiles détruits. Nous sommes dans la 114e opération aérienne depuis le début des opérations et effectivement Eyal Zamir qui confirme la bonne stratégie et l'avancement des plans selon les plans établis conjointement entre Israël et les États-Unis. D'ailleurs, c'est une information qui n'est pas assez citée, mais il faut le savoir qu'à la Kiria, c'est-à-dire au QG de la Défense, il y a une salle conjointe de commande israélo-américaine où tout est mis sur place, où il y a des officiers américains et israéliens qui établissent la délimitation de la zone des frappes et l'intensité des frappes. Tout cela pour dire qu'Eyal Zamir va plus loin. Il dit nous avançons exactement comme nous avions prévu, mais, et c'est ça la nouveauté ce soir, Océane, c'est qu'il dit il va y avoir des surprises. C'est-à-dire qu'on va passer à la deuxième étape du plan et à l'intérieur de ce plan nous allons augmenter le nombre de frappes d'abord contre les symboles du régime terroriste mais également contre ses capacités militaires balistiques nucléaires. Quand je parle de symboles du pays, je parle bien évidemment, et Eyal Zamir ne le dit pas mais c'est sous-jacent, de la défense de la sécurité intérieure, c'est-à-dire les Basij et les gardiens de la Révolution, la capacité de mater les manifestants et de se maintenir au pouvoir. Et Eyal Zamir de conclure, il y a des surprises, je ne vais pas les dévoiler, mais on sait que l'armée israélienne, l'armée américaine, la CIA et le Mossad travaillent main dans la main à établir justement des surprises qui devraient faire mal au régime terroriste. Alors, on parle de l'Iran, mais il y a aussi le Hezbollah. D'ailleurs, peut-être qu'à demi-mot, Eyal Zamir pointait du doigt le Hezbollah. À l'heure à laquelle on parle, Mathias, il y a des alertes dans le nord, une nouvelle fois, d'Israël. Ça n'arrête pas ces dernières heures. C'est la ville de Haïfa, de Tibériade également, qui est concernée. Mathias, le Hezbollah, l'allié numéro 1, le plus armé de l'Iran, qui continue, lui, d'intimider Israël et d'attaquer le territoire israélien. Et pourtant, les autorités libanaises ont été claires. Aujourd'hui, le Premier ministre libanais a déclaré que les Iraniens n'étaient plus les bienvenus et qu'il fallait désormais un visa pour un Iranien de rentrer au Liban. Et puis, les officiers des gardiens de la Révolution sont déclarés comme interdits. Donc, normalement, ils auraient dû être expulsés ce soir. Sauf que ce sont eux, les officiers des gardiens de la Révolution, qui mènent la guerre avec le Hezbollah contre Israël. Ce sont eux qui ont ordonné aux forces radouanes d'élite de redescendre du fleuve Litani et d'affronter les soldats de Tsahal. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de 36 solutions sur le terrain, Océane. C'est-à-dire que s'il y a des terroristes, c'est qu'il y a des hommes. S'il y a des hommes, ça veut dire qu'il y a combat. Et s'il y a combat, il n'y a pas non plus 36 solutions. Sur le terrain, sur un terrain vallonneux, c'est soit vous avez l'avantage du terrain, soit vous êtes contrôlé sur ce terrain. Et donc l'objectif de Tsahal, ce soir, des divisions 91 et 146, c'est de prendre le contrôle du terrain et justement d'avoir une position de contrôle sur ces terroristes-là. Un dernier mot. Lorsque Emmanuel Macron dit ce soir, je pense au Liban, et quelques lignes plus tard, il dit il faut que le Hezbollah cesse ses tirs et il ne faut pas que Tsahal augmente ses opérations. On aurait peut-être tous aimé du côté d'Israël, du côté du nord, du côté du centre, que le président français dise je pense au Liban et je pense aussi aux civils israéliens. Que ce soit dit, c'est le Hezbollah qui a attaqué le 8 octobre 2023 Israël. C'est de nouveau le Hezbollah qui attaque Israël sans qu'Israël n'ait fait quoi que ce soit pour être attaqué. Et puis c'est pas faute d'avoir tenté la négociation avec le Hezbollah aussi au Liban, mais on voit
où nous en sommes. Malheureusement, la voie militaire reste obligatoire face à des terroristes. Merci beaucoup, Mathias Imbar. Nous sommes en ligne à présent avec Emmanuel Razavi. Vous êtes grand reporter, auteur de La pieuvre de Téhéran. Vous aviez suivi, bonsoir, merci d'être avec nous, les manifestations que l'on a vues en Iran depuis fin décembre. En ce moment, elles sont complètement stoppées. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, les contestations, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des répressions hyper violentes, le mot répression est un euphémisme, de toute façon, elles évoluent. Et donc, vous avez bien vu que ces derniers temps, évidemment, les gens ne sortaient plus dans la rue. C'est important de dire pour vos téléspectateurs, c'est que les Basidj, ils ont pour ordre, en fait, de tirer à vue. Vous avez peut-être vu ces images depuis 48 heures. Les Basidj, c'est la milice civile de la Révolution. Mathias Inbar en parlait tout à l'heure. Ils tiraient carrément, en fait, sur les fenêtres des appartements dans certains quartiers ou sur les fenêtres en fait des maisons. Donc il faut comprendre en fait que on parle d'une ultra-violence terrible et que voulez-vous que des gens qui sont désarmés fassent dans la rue face à des gens qui tirent à vue. Je vous rappelle qu'en Iran, c'est important de l'entendre, il y a des supplétifs aux gardiens de la Révolution qui sont des gens du Hezbollah, des djihadistes du Hezbollah, des milices irakiennes, également de la milice Fateh Noun afghane. Donc, si vous voulez, il y a ce régime. Mathias le disait tout à l'heure, il parle de régime terroriste. C'est un État terroriste, l'Iran. Mais c'est un État terroriste qui fait du terrorisme à l'extérieur comme à l'intérieur de son pays. Vous vous rendez compte que la République islamique, aujourd'hui, elle est en guerre contre Israël, contre les États-Unis, et elle mobilise une partie de ses forces pour continuer à tuer sa population. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est aussi en guerre contre sa propre population. C'est un État qui est en guerre contre sa propre population. C'est tout ça qui explique, si vous voulez, effectivement, que les manifestations mutent. Mais je dirais que les Iraniens, ils essayent de faire différemment. Parfois en sortant sur leur balcon, en criant, en continuant de crier, vous l'avez sans doute vu, en fait, mort au dictateur en persan, ou à demander le retour de Reza Pahlavi, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un besoin réel. Il faut que ce régime tombe, ça c'est clair, parce qu'il continuera à massacrer, sa population. Et c'est important de rappeler qu'en effet, Israël et les États-Unis ne se sont pas réveillés un matin en voulant attaquer l'Iran et détruire tout le balistique de l'Iran, mais c'était pour répondre justement à cette répression extrêmement violente que faisaient face ces manifestations. Justement, alors maintenant qu'il y a ces frappes et cette aide israélo-américaine, est-ce que le soulèvement du peuple est nécessaire quand même de l'intérieur? Alors peut-être pas aujourd'hui ni demain, pour parvenir vraiment à faire tomber le régime des mollahs? Oui, vous avez raison. De toute façon, il y a une nécessité quand même que les Iraniens participent de façon active à la chute de ce régime. Mais je dirais que, vous voyez, il y a quand même les groupes armés iraniens qui, je le rappelle, appartiennent à des groupes en fait démocratiques. Je parle notamment des groupes en fait, ethniques, comme les Kurdes. Aujourd'hui, ces groupes, d'abord, ils payent le prix du sang depuis plus de 4 décennies. Ils combattent le régime iranien depuis 4 décennies, évidemment. Il y a aussi des grandes figures politiques, j'en parlais à l'instant, c'est Reza Pahlavi, toutes ces figures libérales, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est qu'aujourd'hui, si l'on veut que le peuple iranien se soulève, il faut d'un côté qu'il y ait évidemment la certitude que les États-Unis comme Israël vont continuer évidemment à faire le job et à frapper le régime. Je dis ça parce que au mois de juin, on a eu une expérience avec Donald Trump qui avait été de s'arrêter au bout du 12e jour. Je vous rappelle que, en tout cas moi c'est les informations que j'ai des sources proches de la Maison-Blanche qui m'expliquent que Donald Trump voudrait que ce soit réglé d'ici dimanche. J'espère qu'il a raison et que ce sera le cas. Mais s'il espère que ce soit réglé d'ici dimanche, parce qu'il est aussi, lui, de son côté, en fin de campagne aux États-Unis et que le sort des Iraniens passe après, vous voyez, ça peut être aussi quand même une configuration dangereuse. Donc aujourd'hui, moi, c'est mon analyse, après, je n'engage que moi, mais je connais extrêmement bien les groupes d'opposition iraniens que je suis depuis des années. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut miser sur l'opposition libérale qui est représentée par Reza Pahlavi, avec d'autres groupes, évidemment, de centre, centre-gauche, droite, etc., et les milices, en fait, évidemment, qui sont armées, les milices ethniques, qui sont démocratiques aussi, mais en ayant, en fait, un chef incarné, qui, à mon sens, aujourd'hui, doit être Reza Pahlavi, parce que c'est lui qui est le plus réclamé par les Iraniens. À partir de là, si effectivement ces forces supplétives, si vous voulez, sont soutenues, en fait, par les Israéliens, ce qui semble être le cas qu'à se dessiner, pour rentrer à l'intérieur du pays, parce qu'une partie de ces troupes armées, elles sont en Irak, ce sont des Iraniens, mais qui sont basés en Irak.
évidemment, on peut se dire qu'il peut se passer quelque chose. Mais vous aurez remarqué que je suis prudent. C'est-à-dire que je parle de « il peut », parce que tout ça est soumis quand même aux décisions du président américain qui change quand même beaucoup d'avis chaque jour sur la stratégie. Et moi qui suis ça d'assez près, je peux vous garantir que pour moi, les choses ne sont pas aussi claires qu'il pourrait y paraître. Voilà. C'est du Donald Trump. D'ailleurs. Donald Trump dit très clairement qu'il veut très vite qu'il y ait un chef qui puisse prendre le relais si le régime tombe. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 ou 3 jours, les Américains nous parlaient de Larijani. Et Larijani, c'est un assassin, c'est un bourreau, c'est un gardien de la révolution. C'est tout ce que vous voulez. Enfin, si c'est pour faire tomber le régime, des mots-là pour remettre, pardonnez-moi l'expression, mais un salopard à la place d'un autre salopard, on n'a pas gagné grand-chose. Hier, on avait le nom de Mariam Rajavi, qui est la chef des Moudjahidines du peuple qui revenait. C'est pareil, elle a du sang sur les mains. Elle a participé quand même à la révolution islamique aux côtés de l'ayatollah Khomeini. Elle s'est battue ensuite contre les Iraniens aux côtés de Saddam Hussein. Enfin, je veux dire par là que si c'est pour nous sortir des gens comme ça, franchement, on s'en passe. Et je vous le dis en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'Iranien, évidemment. Moi, aujourd'hui, je pense que la figure la plus rassurante, c'est évidemment, voilà, encore une fois, Reza Pahlavi, avec l'ensemble des groupes. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'avoir été avec nous, grand reporter, auteur de La pieuvre de Téhéran. Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous nous avez retrouvé, ancien officier du renseignement militaire, au 6e jour d'opération donc israélienne et américaine en Iran. Est-ce qu'on peut dire que le régime des Mollahs est clairement affaibli ? Oui, on peut dire ce soir, en tous les cas sur le plan militaire, nous, on n'a pas encore tout à fait gagné, mais les Iraniens ont tout à fait perdu. La guerre est perdue pour eux. Ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont pratiquement plus, le chef de l'état-major de Tzal vient d'annoncer, de missiles balistiques, et s'ils en ont, ils n'ont plus tellement de quoi les tirer, car il leur reste encore peut-être 40% de leur arsenal de missiles, mais on a détruit plus de 300 lanceurs. On est enfin en ce moment en train de détruire en fait les lanceurs mobiles qui sont plus difficiles évidemment à détecter et à intercepter, qui sortent de tunnels, de hangars souterrains avec des missiles, mais les lanceurs de missiles fixes, eux, sont en majorité détruits. Donc c'est une armée extrêmement affaiblie, qui est encore capable de tirer, bien sûr, qui est encore capable d'inquiéter, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'en 6 jours ont été accomplies des missions, les unes après les autres, qui vont faire histoire dans l'histoire militaire mondiale. C'est des inédits les uns après les autres, que ce soit le F-35 qui descend à Yak 130, que ce soit la torpille du sous-marin américain qui coule un bateau iranien, les sorties incroyables de l'armée de l'air israélienne à 90, 100 avions à la fois qui doivent se ravitailler en vol. Rien que de faire partir 100 avions à la fois avec les 200-300 des Américains dans le coin et qu'il n'y ait pas eu une seule collision, pas un seul accident, c'est déjà aussi... On est en fait en train, au mois de juin, on a battu tous les records de Guinness. Et maintenant, on est en train de battre les autres records de Guinness, les nôtres. On bat nos propres records dans des inédits. Les professionnels à travers le monde, surtout dans les armées de l'air du monde, sont absolument baba de ce qui a été accompli. Et surtout... N'oublions pas qu'on s'en est pris quand même à un pays de 90 millions d'habitants, avec une superficie énorme, avec une armée extrêmement puissante. Et en 6 jours, on a accompli une victoire presque. D'après Tsahal, il faudrait encore à peu près 2 semaines pour véritablement terminer le travail. Il y a une suprématie aérienne qui va permettre de continuer à bombarder, mais c'est bombarder des milliers de cibles. On a bombardé maintenant des centaines de cibles. Il y a encore des milliers à détruire. Si on veut arriver à l'objectif final qui serait de faire chuter le régime. Et pour cela, il faut détruire les uns après les autres tous les édifices, tout ce qui est le régime lui-même, c'est-à-dire la police, les postes de police, les tribunaux, certaines prisons aussi peut-être, tous les édifices militaires et autres. Il faut les détruire un par un. C'est des milliers de cibles. Et donc, ça l'estime, avec des centaines de sorties qui auront lieu, qu'il y a plusieurs milliers de cibles et que ça va prendre 2 semaines max. Donc Donald Trump, dimanche, c'est un peu tôt quand même. Ça paraît tôt. Ça reste quand même... On se rapproche quand même de... Parce que Benjamin Netanyahou, hier, parlait de Pessah, c'est dans 1 mois. 2 semaines, ça va. On baisse un petit peu quand même. Une chose est certaine, dimanche,
La vie commence à reprendre normalement en Israël. On ouvre l'aéroport même aux avions étrangers. Je ne sais pas si on pourra encore déjà aller à l'école, mais on s'en approche. Il y a, dans tous les cas, des magasins qui ouvrent, des marchés qui ouvrent. Ça reprend doucement, bien sûr, graduellement. La menace persiste, mais la menace aujourd'hui, c'est aussi le Hezbollah avec des tirs qui viennent du nord. Jonathan, une petite réaction. Juste dire que les premières fissures apparaissent, selon certaines informations, les premières fissures apparaissent au sein même de la police Bassaj iranienne, mais au sein même aussi des gardiens de la révolution. C'est une information I24 News et c'est une information aussi qui nous a été donnée par nos confrères britanniques de The Economist ce soir. Donc, les premières mutineries sont observées au sein des gardiens de la révolution. Et concernant l'après, on l'espère, l'après-régime iranien, concernant la personnalité de Reza Pahlavi, elle ne fait pas consensus au sein de la Maison-Blanche, notamment au sein auprès du président Trump, qui a indiqué et qui a déclaré que c'était un bon garçon, c'était un bon gars, selon les termes de Donald Trump, mais qui ne faisait pas trop consensus auprès de Washington, qui réfléchit déjà au successeur d'Ali Khamenei. Ce soir, Donald Trump a écrit sur son réseau social qu'il avait déjà le nom, donc du successeur d'Ali Khamenei, que cela n'allait pas être le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, qui n'allait pas remplacer un assassin par un assassin. Donc, apparemment, là aussi, Washington maîtrise aussi l'après-régime iranien. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. La guerre a non seulement un aspect militaire, évidemment, un aspect diplomatique, mais également économique. On va en parler avec vous, Christopher, on vous retrouve. L'Iran espère peser de tout son poids sur le coût économique de cette guerre. Oui, et c'est bien pour ça qu'il tente de fermer le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que ce n'était pas dans les intentions de l'Iran de fermer ce détroit, mais il faut tout de même préciser que 200 navires restent bloqués aujourd'hui sur ce détroit d'Ormuz. Le régime islamique vise aussi les infrastructures pétrolières pour que cette guerre coûte un maximum d'argent aux pays de la région. L'ambassadeur bahreïni aux États-Unis aujourd'hui a dénoncé les frappes iraniennes sur ces infrastructures. Le Qatar aussi a été visé. Il a annoncé l'arrêt total de sa production de gaz liquéfié. Un tiers de la production donc de gaz liquéfié a soudainement disparu. Une raffinerie saoudienne a également été mise à l'arrêt après une attaque iranienne. Aux Émirats, c'est le 3e centre mondial de stockage de pétrole qui a été touché. Selon des estimations d'experts, 20% de la production mondiale a disparu à cause donc de ces frappes iraniennes. La conséquence est directe puisque 12%, c'est le prix de l'augmentation, plus 12% sur les prix du baril de pétrole, plus 70% sur le prix du gaz en Europe. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole est autour de $85. Un prix à $100 est considéré comme douloureux, un prix à $150 est considéré comme catastrophique et pour arriver à $100, il faudrait environ 5 semaines. Les consommateurs américains seraient touchés, ceux du Japon, de l'Inde, de la Chine également. Donc 5 semaines pour arriver au baril de pétrole à $100. Ça équivaut donc à cette période de Pessah et aux 2 semaines que disait tout à l'heure Raphaël Jérusalemi. Et le problème, Christopher, c'est que pour bloquer le détroit d'Ormuz, Téhéran n'a pas besoin d'une armada. Oui, il suffit de menacer et de frapper ici ou là 1 ou 2 bateaux. Si l'Iran menace tous les navires et qu'une embarcation ou 2 embarcations sont touchées, sont frappées, eh bien cela suffit aux compagnies d'assurance pour annuler, arrêter d'assurer les navires qui passeraient par ce détroit d'Ormuz. Pour contrer cela, Donald Trump a indiqué que ce sont les États-Unis qui pourraient bien assurer les paquebots, les navires qui passeraient par ce détroit d'Ormuz. Donc, à défaut d'une assurance privée, une assurance du gouvernement américain. Il a même promis d'assurer la protection de ces navires avec la marine américaine. Et si dans cette guerre, la Russie, pour l'instant, reste assez silencieuse et n'intervient pas, c'est bien parce que cette situation pourrait l'avantager, elle, puisque les Européens pourraient se tourner vers la Russie pour obtenir notamment du gaz. Et ça, évidemment, ça ferait les avantages de la Russie. Merci beaucoup, Christopher. Les gardiens de la Révolution qui disent donc avoir pris du moins une partie du détroit d'Ormuz, qui est le point de passage clé pour le commerce. Est-ce que ça peut avoir des impacts, Jonathan, je me tourne vers vous, peut-être sur l'économie ici en Israël ?
Cela va avoir un impact sur l'économie européenne, plutôt, puisque, vous le savez, les Européens traitent souvent les questions énergétiques, les questions gazières, les questions pétrolières. C'est la raison pour laquelle qu'on voit aujourd'hui les Européens réagir. On attendait de voir les Européens réagir pour défendre l'existence d'Israël, mais ils réagissent pour défendre leurs intérêts, à savoir leurs intérêts économiques, pétroliers et gaziers. Et donc, c'est pour cela qu'on voit donc des porte-avions français ou italiens venir dans le Golfe Persique. C'est aussi la raison pour laquelle les Européens vont réagir aussi à l'attaque iranienne contre l'Azerbaïdjan. Car je vous le rappelle, il y a des intérêts économiques très étroits entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan depuis que l'Union européenne a renoncé au gaz russe. Il y a eu des rencontres, pas plus tard, je crois que la semaine dernière, entre des représentants européens et des représentants azéris sur cette question du gaz. Et c'est la raison principale aujourd'hui qu'on a de voir ces Européens, ces pays européens ici qui interviennent donc dans cette guerre entre Israël et l'Iran et les États-Unis. Raphaël, ça veut dire que c'est uniquement parce que là, ça les intéresse, les Européens, qu'on les entend un petit peu plus. En revanche, quand c'était pour aider les Iraniens sur le terrain ou peut-être venir en aide et se mettre aux côtés de l'armée israélienne et de l'armée américaine, là, il n'y avait plus personne. Non, il n'y a plus personne. D'ailleurs, si vous vous rappelez des émeutes en Biélorussie, à Minsk, sous la tyrannie de Loukachenko, qui n'a rien enlevé à la tyrannie des ayatollahs, les Européens ont fait 2 manifs à la République et après, ils ont laissé tomber le peuple de Biélorussie. Et tous les manifestants au ruban rose se sont retrouvés dans les geôles de Loukachenko et jusqu'à aujourd'hui, ils y pourrissent, ils y sont torturés. Voilà la bravoure européenne. Donc, il ne fallait pas attendre grand-chose d'eux. Alors maintenant, quand ça touche le portefeuille, évidemment, c'est une autre histoire. Le président de la République française montre à quel point il est dépendant de l'Arabie saoudite. Donc, quand l'Arabie saoudite va à droite, il va à droite. Quand l'Arabie saoudite va à gauche, il va à gauche. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite, c'est contre l'Iran. Donc, le président de la République française est contre l'Iran. Demain, Mbès va dire « Ah ben non, on va quand même calmer le jeu ». Je vous laisse deviner quel sera le discours de... Voilà. Mais blague à part, d'abord je pense que le gaz naturel, il y en a aussi en Israël à vendre et évidemment. L'Union européenne est très intéressée. Non, mais il y a des pourparlers pour acheter beaucoup de gaz naturel. Ah oui, à travers l'Égypte, avec un pipeline qui continuerait de Chypre vers l'Europe. Donc c'est aussi bon pour le business. Mais sur le plan macro, il y a quand même 2 affaiblissements qu'il faut constater sur la scène internationale et de taille. La Russie est no player, elle est absente, elle brille par son absence, elle a perdu tout ce qu'elle avait comme intérêt, comme contrôle au Proche-Orient, elle a perdu la Syrie, maintenant elle a perdu l'Iran, elle n'arrive plus véritablement à rien faire au Proche-Orient, laissant la place peut-être à la Chine qui elle est très très embêtée avec ce qui se passe, qui aurait préféré éviter ça parce que c'est 30% de son pétrole et de son gaz qui sont bloqués avec cette guerre-là. Donc, ils vont être dépendants. Pour l'instant, ils se tiennent quoi? Ils comptent les points. Ils espèrent que les Américains vont gaspiller. J'entends ça sur LCI, tous les grands experts. On gaspille les munitions. On gaspille rien du tout. On est en train de faire une opération stratégique qui va permettre d'économiser des munitions. Parce qu'on est en train de mettre de l'or dans tout le Proche-Orient et ça sera une économie de munitions. Ça va pas affaiblir l'armée américaine. Au contraire, ça va donner un boost à la production militaire américaine et à l'économie américaine. Donc, dans l'ensemble, il faut voir le macro de ce qui est en train de se faire. Et on a en fait brisé l'axe, le fameux axe sino-russe. Il avait un maillon principal, c'était Téhéran. Entre Moscou et Pékin, il y avait Téhéran. Ben, quand il n'y aura plus Téhéran, on aura brisé cet axe du mal sino-russe. On aura affaibli les deux indirectement. Alors bien sûr, la Chine demeure un adversaire très très sérieux des Américains, avec le danger que les Chinois investissent Taïwan. Et c'est la raison pour laquelle la démonstration de force actuelle des Américains montre aussi la direction de la stratégie mondiale internationale qu'a choisi Trump et la direction non-direction
des Européens montrent qu'ils vont nulle part, comme d'habitude, et droit dans le mur, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui vont payer l'addition, à commencer par la note de chauffage l'année prochaine. Complètement. Et donc, rapidement, Raphaël, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Certains parlent peut-être d'une troisième guerre mondiale avec la Russie, la Chine contre les pays européens. Vraisemblablement, il n'y a pas de risque. La Troisième Guerre mondiale, c'est demain matin. De toute façon, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, je crois que le bon sens suffit à voir que nous vivons dans un monde très chaotique, effectivement, avec des bouleversements imprévus, avec aussi des leaders qui sont imprévisibles comme Trump. Donc tout est possible, mais je pense que là, justement, il y a quelque chose de stabilisateur dans le fait qu'enfin, on s'occupe quand même de détruire une dictature. Merci beaucoup, Raphaël. On marque une courte page de publicité. On revient tout de suite après sur i24 News.